Calvez. Chers collègues, vous avez la parole. Pour rappel, donc c'est toujours 3 minutes avec un droit de reprise au sein de ces 3 minutes pour les membres, 2 minutes pour les non-membres. Merci Monsieur le Président. Merci pour cette nouvelle audition dans le cadre de notre commission d'enquête. Je voulais à mon tour revenir sur la valeur économique des fréquences. C'est un actif pour lequel on nous a précisé que l'État avait investi, mais qu'il continuait aussi de pouvoir maintenir ces fréquences. Je voulais vérifier auprès de vous si c'était bien le cas. On a effectivement du mal à évaluer économiquement ce que représentent ces fréquences. Pour autant, il est important, et puisque cela relève du domaine public, de pouvoir se dire dans quelle mesure on considérerait aujourd'hui qu'elles sont valorisées, survalorisées ou sous-valorisées. Moi, j'ai l'impression que effectivement, quand on voit des offres sur les fréquences, on peut se dire, des offres sur des rachats d'entreprises qui utilisent des fréquences, on pourrait se dire qu'il serait intéressant de passer à un peu plus d'évaluation. J'ai été étonnée il y a plusieurs semaines de ne pas avoir de réponse de la part de responsables de chaînes et de groupes sur ce qu'ils mettaient et la question qu'ils pouvaient se poser sur ce que valaient les fréquences. Ce qui m'étonne, c'est que quand on est un capitaine d'industrie, on n'est pas à faire le poids entre ce que me rapporte aujourd'hui cette fréquence, notamment par la publicité qu'elle peut accueillir, et puis de l'autre côté, les obligations. Et les obligations, vous en avez parlé, on en a parlé souvent, elles sont nombreuses. Ça peut être sur des obligations de financement de la création, et on s'en réjouit. Mais on a aussi, et vous avez commencé à parler de la place de l'information et de l'exigence de l'information que nous pourrions avoir. Alors que ça peut se situer dans les délibérations, ça peut se situer aussi dans les conventions, ce sont des pistes que vous étudiez. Est-ce que dans ces obligations d'information, au-delà des obligations de diffusion, nous pourrions avoir des obligations d'investissement dans l'emploi de journalistes ou dans l'utilisation de moyens qui peuvent servir justement cette information? Et puis j'aurais aussi une autre question. Nous avons des chaînes qui depuis plusieurs années utilisent des fréquences TNT, mais dont la rentabilité n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors, comme vous veillez à ce que ces chaînes aient de la viabilité, enfin les entreprises auxquelles vont être attribuées les fréquences ont une viabilité économique, est-ce qu'on peut encore s'interroger sur le fait de ne pas, derrière des ambitions économiques qu'a chacun des investisseurs, plutôt des ambitions politiques, à occuper un canal d'influence qui peut être voilà, mu là-dessus? Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne devrait pas exiger de ceux qui occupent des fréquences une certaine rentabilité économique? Je vous remercie. Merci Madame la députée pour vos questions. Alors, sur la première, oui, je pense qu'il doit y avoir une ambiguïté. Tous les réseaux de distribution TNT, les pylônes, tous les dispositifs qui permettent la diffusion de la TNT sont gérés par des entreprises privées. TDF à titre principal, Towercast à titre secondaire. Et donc, c'est ces entreprises privées qui supportent entièrement le coût d'entretien des infrastructures qui permettent aux Français de percevoir la TNT. Les coûts de diffusion sur la TNT sont supportés entièrement par les éditeurs, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs une des contraintes de la TNT, c'est que ces coûts de diffusion sont importants et sont élevés. Et ça fait partie de l'économie du secteur. Donc le contribuable, alors à moins que j'ai mal compris le sens de la question, n'intervient pas dans le financement de ces infrastructures ni dans les coûts de diffusion, sauf pour le service public, ça va sans dire, puisque nous finançons collectivement, intégralement, le service public pour ces coûts de diffusion. Sur l'obligation d'information, je crois que j'ai fait allusion explicitement en réponse à une question du président, je crois. Je trouverais, c'était une des pistes qui était évoquée dans le rapport du Sénat sur la concentration, je trouverais compréhensible qu'il y ait dans les critères de sélection que la loi prévoit pour les attributions de fréquences, que parmi les critères, il y ait un critère relatif à l'information, à l'effort que l'entreprise candidate, en particulier pour des chaînes d'information, trouve à s'exprimer.
je ne sais pas en quel terme il faut le rédiger, hein, je ne veux pas sortir de ma modeste condition. Mais en tout cas, cette idée qu'une chaîne d'information doit consacrer une part prépondérante de ses programmes à l'information nationale et nationale sous forme de journaux télévisés, de reportages, de magazines portés par une rédaction professionnelle, cette idée, dans un paysage, une fois encore, où les chaînes d'information occupent maintenant une place très importante et jouent le rôle qu'elles jouent, nous le voyons tous, dans le débat public, c'est quelque chose qui ne me choquerait pas. Sur le troisième point, donc je redis, si un candidat ne nous présente pas un projet de candidature avec un plan d'affaires structuré, solide, c'est un motif de rejet en amont de la candidature. Par contre, ce qu'on apprécie, c'est vraiment, je l'ai redit tout à l'heure, c'est la capacité du candidat à pouvoir porter son projet dans la durée. Ça ne veut pas dire d'être rentable nécessairement année après année. On peut tout à fait concevoir, vous recevrez Xavier Niel tout à l'heure, dans son dossier de candidature, il y avait au départ une période d'investissement importante qui pouvait se traduire par des déficits d'exploitation. C'est quelque chose qu'on comprend bien. D'autre part, une candidature, quand on est intégré dans un groupe d'ensemble, voilà, peut avoir des paramètres économiques qui soient différents. Donc l'appréciation que nous portons, c'est une fois encore la capacité à maintenir dans la durée, sur la durée de l'autorisation, le projet tel qu'il a été présenté par le candidat. Je vous remercie. Je vais juste informer nos collègues que l'audition de M. Niel a été donc reportée à 11h45 de manière à pouvoir continuer cette audition correctement. La liste des collègues qui prendront la parole ensuite sera comme suit. Donc, ce sera monsieur le vice-président Jean-Jacques Gaultier, ensuite monsieur le vice-président Laurent Esquenégox, ensuite monsieur Philippe Ballard et ensuite monsieur Meir Habib. Je donne immédiatement la parole au vice-président Jean-Jacques Gaultier. Merci.